Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Moto TV et chers auditeurs, auditrices de la voix de l'UCG, nous sommes tellement heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission Talk Hebdo. Talk Hebdo, c'est ce magazine d'actualité qui est coproduit par deux médias universitaires, à savoir la voix de l'UCG et Moto TV. À la présentation, je suis Georges Kisando Sokomeka. Les invités sont déjà bien installés pour aborder la thématique du jour. Vous le savez, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti. La ville de Butembo, c'était le lundi 14 mars 2022. Cette paralysie était consécutive à l'appel à la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression sur l'observance d'une journée sans activité pour exiger la levée de l'état de siège à la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Une journée caractérisée par des actes de vandalisme, notamment contre les poteaux de transport moyenne tension de la société Énergie du Nord Kivu. Pour les gouverneurs, Caroline Zanzou-Kassibita qui a condamné ces actes de sabotage, tous ceux qui encouragent la barbarie contre les investissements privés dans les secteurs si importants comme l'électricité ne sont pas différents des combattants ADF. La coordination urbaine de la société civile a aussi condamné en ville de Butembo et parle d'une stratégie qui contribue plutôt à l'autoflagellation qu'à trouver des solutions aux problèmes vécus dans la région. Les journées villes mortes, la question que nous nous posons est de savoir, sont-elles les moyens de pression les plus efficaces pour faire revenir la paix à Beni et en Ituri? Pour en parler, je suis dans ce studio avec les invités, notamment Maître Jimmy Nziali Lumangabo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Maître Jimmy Nziali. Bonjour Georges, merci beaucoup. Vous êtes un jeune pro-démocratie et vous œuvrez au sein du mouvement appelé Génération Positive. Bien évidemment. Je suis aussi avec un autre invité, c'est M. Charles Luanga, il est du mouvement anti-gang. M. Charles Luanga, vous êtes aussi un jeune pro-démocratie, vous allez bienvenue. Merci beaucoup, Georges. Et à la présentation, Georges Kisano Sokomeka, nous vous remercions sincèrement parce que vous êtes nombreux à suivre cette émission Talk Hebdo. Et M. Charles Luanga, vous avez suivi ce qui s'est passé par rapport à cet appel à observer une journée sans activité lancé par les collectifs de mouvements citoyens. Est-ce qu'Antigang était partie prenante de ces activités-là? Bien, merci beaucoup. Antigang, en tant que mouvement citoyen, a toujours prôné la non-violence et Antigang lutte contre les antivaleurs. Lors de l'organisation de cette journée ville morte, nous avons été associés à une réunion qui prévoyait des actions qui pouvaient durer 14 jours pratiquement, des actions simultanées pour dire non à l'état de siège parce que nous avons estimé que l'état de siège est inefficace. Cependant, lorsqu'il s'est agi de l'action appelée journée ville morte, nous nous sommes dit que c'est une vieille méthode, une méthode pratiquement prohibée qui n'a rien apporté à terme de solutions par rapport à ce qui est des attentes de la population. Depuis pratiquement 10 ans, on organise des journées ville morte, mais on s'est dit pour quel résultat? Et c'est là que nous nous sommes dit, en tant que mouvement anti-gang, que non, cette action ne nous concernerait pas. Nous avons dit à la synergie que nous, on ne serait pas partie prenante parce que l'action définie n'était pas appropriée, n'était pas efficace et c'est une action qui vient asphyxier l'économie de la ville de Butembo, qui du reste est à berne au regard des enfers de la guerre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à cause de la guerre nous imposée par les génocidaires. Et nous nous sommes dit une journée ville morte, c'est donc une stratégie de trop qui ne nous avance à rien. Et finalement, nous nous sommes retirés de l'action et nous n'avons pas été partie prenante. Merci beaucoup, M. Charles Luanga. Vous êtes du mouvement anti-gang. Parmi les mouvements qui ont appelé à l'observation de 10 jours sans activité figure la Lucha, qui est représentée dans ce studio par M. Jean-Pierre Kasma. Jean-Pierre Kasma, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors Jean-Pierre, tu peux nous dire pourquoi est-ce que la Lucha et les autres mouvements citoyens vous teniez à empêcher la population à se rendre
à ces activités quotidiennes. Merci pour la parole. En fait, nous sommes parmi ceux qui ont organisé cette série de manifestations contre l'état de siège. Et dans nos pratiques, de chaque jour dans nos méthodes, il y a des actions non violentes et ces actions visent toujours la conscientisation de la population. Il faut que nous nous rendions compte que la population s'approprie les actions que nous menons, que la population comprend et prend pour elle les problèmes qui sont vécus dans le quotidien de la région. Alors, nous avons organisé ces actions. C'était dans le cadre de vérifier si la population réellement n'a plus confiance à l'état de siège. Parce qu'il ne suffisait pas qu'une poignée de personnes, qu'une poignée de 15 personnes, 20, fassent une manifestation dans la rue pour que nous disions que toute la population est contre l'état de siège. Mais c'était comme un test selon lequel il fallait que la population elle-même exprime sa colère ou mieux son mécontentement par rapport aux résultats de l'état de siège. Par rapport aux méthodes, il y a des voix qui se sont élevées parce qu'il y a eu sabotage de la ligne de transport moyenne tension des ELK, et ceux qui sont incriminés, ce sont ceux qui ont appelé à observer l'avènement. Pourquoi vous avez saboté les poteaux de ELK? Jusque-là, il n'est pas établi que ce sont les organisateurs qui ont saboté les poteaux de ELK. Il y aurait peut-être certains qui ont profité de cette journée pour commettre leur forfait aussi. Mais dire que la lucha est un mouvement citoyen, ou je ne sais pas, JPC est un mouvement citoyen, et d'autres puissent faire un tel acte, c'est... JPB, Jeunes Patriotes de Butembo. Non, il y a JPC et JPB. JPC signifie Jeunes Patriotes pour le changement, et JPB, Jeunes Patriotes de Butembo. Alors, de tels mouvements citoyens, commettre de tels actes, c'est tout à fait anormal, parce que les méthodes de mouvement citoyen sont pacifiques et non violentes. Donc, cet acte-là n'est pas inscrit à l'actif des mouvements citoyens. Il y aurait des gens qui auraient profité de l'appel des mouvements citoyens pour commettre cet acte-là. Vous déclinez la responsabilité à d'autres termes. La responsabilité des mouvements citoyens comme tel n'est pas dans cet acte-là. Voilà. Alors, nous avons organisé la manifestation. C'était là la logique de comprendre le degré d'appropriation de la population de nos actions que nous réalisons chaque jour. Heureusement, la population a répondu quand même favorablement à notre appel. Il y a une journée sans activité le lundi. Et comme on a appelé à une série de manifestations, on continue toujours à réfléchir quels autres types de manifestations on va continuer à mener contre l'état de siège. Mais vous parlez de 10 jours, mais vous vous êtes essoufflé à une journée, disons. Nous n'avons même pas parlé de 10 jours, nous avons parlé des journées non-stop. C'est ça le terme que nous avons utilisé. Journée non-stop. Alors, et aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas ville morte aujourd'hui comme hier. C'est parce que la population qui devrait s'exprimer, elle s'est sentie incapable de s'exprimer pendant toutes ces journées-là. Et les mouvements citoyens, maintenant, ils se sont dit qu'ils doivent définir maintenant d'autres actions jusqu'à ce que nous aboutissions à, disons, à la levée d'état de siège. Merci beaucoup Jean-Pierre Kasma. Jimmy Nziali Mangabo, vous êtes aussi un jeune pro-démocratie. Comment est-ce que vous analysez les différentes actions citoyennes menées dans la ville de Butembo, à Beni, tout comme à Goma, pour appeler les autorités à rétablir la paix à Beni et pour les cas échéants, exiger la levée de l'état de siège? Oui, merci beaucoup Georges. D'abord pour l'invitation, merci à la voix de l'UCG, à Moto TV pour cette opportunité. Je profite de l'occasion pour saluer mes deux co-débatteurs, Charles Longa et l'ami de la Lucha. Et ça faisait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ben voilà. Alors, par rapport à l'histoire des manifestations, ben, je crois que c'est clair. Vous l'avez dit en conclusion de votre question, c'est que l'objectif pour moi, c'était que le message passe. Le ras-le-bol de la population. Comme il a dit, les mouvements citoyens se sont dit, est-ce que nous pensons de la même manière que la population? Appelons cette population à observer une journée ville morte. Peut-être que l'autorité aura saisi le message par rapport à l'état des sièges, par rapport à cette mutualisation qui commence à se mettre confusion. Et donc, il y a nécessité que l'on puisse éveiller la conscience des autorités. Aussi les autorités de notre pays.
ils ont un langage qu'ils écoutent. Combien de correspondances nous avons écrit? Génération positive, anti-gang, lucha, société civile, qui n'a pas parlé de l'état des sièges, de l'échec de l'état des sièges. Alors, comme ils ont un langage, entre autres la rue, les villes mortes, alors il faut aller dans ce sens. Je suis d'accord quand même que lorsque nous organisons des journées du genre ville morte, que nous soyons quand même logiques et humains pour dire qu'on ne peut pas demander aux gens de ne pas ouvrir leur boutique sans... Vous avez parlé de quel terme? À durée Non-stop. À durée non-stop, à durée indéterminée. Ça c'est illogique. Nous devons nous mettre souvent à la place de ces gens-là qui vivent au quotidien. Déjà, le pays a des problèmes sérieux du point de vue économique. Les peu de gens qui vont en ville pour chercher quelque chose, on ne peut pas leur dire 14 jours ou bien à durée indéterminée, vous n'allez pas nourrir vos familles, comme si on avait laissé des provisions à la maison. Là, ce n'est pas logique. D'ailleurs, moi, à un certain moment, à Goma, avec les amis, on organise des journées. Je crois que nous avions fait une demi-journée ville morte, de 6h à 12h. Déjà, à 12h, les gens peuvent ouvrir le magasin. L'essentiel, c'est que les gens puissent aussi se mettre à donner un message. Et lorsqu'on oublie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi notre donne, c'est qu'en fait, parmi les gens qui observent la journée ville morte, il y a ceux qui sont d'accord avec la démarche, mais il y a ceux qui, tout simplement, ont peur de voir, je peux aller ouvrir, peut-être quelque chose de mal peut se passer, je peux perdre mes économies ou bien mes biens. Et il reste à la maison. Ce n'est pas parce qu'il a observé. Nous devons arriver à éduquer la population, à informer, à sensibiliser suffisamment la population pour qu'elle comprenne que manifester son mécontentement, c'est un droit, il ne faut pas le faire par force. Quand cela ne tienne, Georges, du point de vue des principes, je suis à 100% d'accord avec les amis qui ont organisé les journées villes mortes à Butembo. L'état des sièges a échoué et on n'en a plus besoin. Faites balader un micro, vous allez vous rendre compte que toute la population ne veut plus de cet état des sièges. Je dois signaler ici que l'état des sièges, selon l'esprit de la loi mère, on vous dit, lorsqu'il y a une situation qui a perduré et à laquelle on n'a pas pu trouver une solution, le gouvernement peut décréter un état de siège pendant 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 7, 8 ans, 10 ans à Beni, on massacre les gens. Mais le gouvernement a fait tout, ça n'a pas marché. Il se dit, bon, je tourne tous mes canaux sur Beni et Ituri. Je mets tous les budgets conséquents dans ces opérations. Tous les moyens matériels, financiers, logistiques, humains, pour qu'en ayant 30 jours, je frappe fort afin que cette situation appartienne au passé. Et la loi va un peu plus loin, elle dit, si cette situation pendant 30 jours ne se termine pas totalement, on peut ajouter 15 jours pour que dans 15, donc 45 jours au total, on ait mis fin à cette situation. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Le gouvernement se décharge sur on peut ajouter les 15 jours pour que ça devienne une mesure normale. Des prorogations monnayées. Les députés sont toujours corrompus pour voter pour la prorogation. Et malheureusement, y compris les députés de Butembo, de Goma, de Beni. À l'exception peut-être de ceux que j'ai toujours vus, l'honorable Kassekwa, qui prend le micro ce jour-là pour dire « Moi, je ne suis plus d'accord tant qu'on n'aura pas fait ce que la population veut. On ne proroge pas. » Il y a également l'honorable Rémi Moukwesso, je crois, qui plusieurs fois, lorsqu'il s'agit de cette plénière de prorogation, il s'insurge toujours contre. Mais tous les autres qui viennent ici, ils vous disent d'accord, nous sommes avec vous, d'accord que l'état des sièges doit prendre fin, sont des aventuriers. Parce que lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, au nom de Kitu Kidogo en poche, ils votent pour la prorogation. Et donc, il faudra que toutes les couches, la population, les mouvements citoyens, la société civile, les leaders d'opinion, les leaders politiques du Nord Kivu et de l'Ituri comprennent qu'ils doivent influencer les autres afin que les gouvernements, afin que Tshisekedi comprenne que l'état des sièges n'a pas donné les résultats escomptés et qu'une mesure exceptionnelle ne doit pas devenir une coutume. Merci beaucoup, Maître Jimmy Ndiali Lumangabo. Monsieur Charles Lwanga, vous avez suivi les co-débatteurs. Est-ce possible à Butembo d'organiser une journée ville morte réussie sans pour autant couper des arbres sur la chaussée, allumer
les feux sur le boulevard, empêcher les gens d'accéder à leurs boutiques et faire peur sans faire des tracts, c'est possible? Oui, merci beaucoup Georges. Moi j'estime que nous devons dépasser ces niveaux de l'omerta. Donc nous restons dans une même action. Pourquoi seulement ville morte? Parce qu'en fait il faut comprendre une action citoyenne, c'est quoi? Nous devons avoir notre cible. Lorsque nous organisons une journée ville morte, qui est-ce que nous ciblons? Parce que s'il est vrai que l'état de siège a fait souffrir la population, il s'assuit donc que ce n'est pas cette même population qui sera notre cible. Nous devons nous dire, l'état de siège a été institué par qui? Jimmy vient de le dire tantôt. C'est par les députés qui vont de prorogation à prorogation. De surcroît, les députés du Nord Kivu et de l'Uturi, la zone où l'état de siège a pris ses effets. Maintenant que nous sommes tous conscients que l'état de siège a échoué, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas orienter notre action vers ces députés? Parce que c'est possible de retirer notre confiance à ces députés et de leur dire, tout ce que vous faites à Kinshasa, ça vous regarde. Vous n'engagez plus la population. Parce qu'en fait, ils sont en train de faire le contraire de ce que la population pense. Il s'assuit donc qu'ils ne nous représentent plus valablement. Mais quelle est la conséquence? C'est que nous leur retirons notre confiance et ils sauront que d'ici, parce que 2023 c'est demain, ils ne peuvent plus venir. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quoi? C'est que tous viennent des vacances parlementaires. Et personne n'a osé lever son petit doigt pour dire alignons à la matière, à la session en cours, la question de l'état des sièges. Parce que, à principe, s'ils ont bien fait leurs vacances parlementaires et qu'ils ont évalué l'état des sièges, ils sont, bien sûr, ils ont des données qui montrent que l'état des sièges a échoué. Voilà donc notre cible. Je ne suis pas d'accord avec mon ami de la Lucha qui estime que nous ne devons aller qu'à journée ville morte. Mais pourquoi? Il y a plein d'autres actions. On peut même se dire on ne va plus passer sur le boulevard Joseph Kabila. C'est aussi une action. On peut se dire, il y a plusieurs actions que nous pouvons mener. Mais lorsque nous nous disons, il faut hacher le poteau NK. Mais c'est quoi ça? C'est la sauvagerie. Parce que sinon, ce jour-là, nous allons nous tromper que la journée ville morte a réussi. Non. Il y a un trouble d'activité. Ce sont des infractions, plutôt. Il faut qu'on rentre vers ce côté-là pour se dire, parce que moi, avec ma petitesse d'esprit, j'ai estimé que celui qui a organisé cette journée ville morte a estimé que la journée n'allait pas réussir. Parce que la population ne s'est pas approprié l'action. Parce que c'est ce que mon ami Kasma a dit, qu'ils ont jaugé. Mais ça, c'est grave. On ne peut pas jauger tout en asphyxiant l'économie du milieu. Nous devons repenser nos actions. Nous devons nous dire, si s'il est vrai que c'est une synergie, mais pourquoi nous tous, on n'a pas été d'accord? Génération positive, anti-gang, pourquoi on n'a pas été d'accord? Donc, ce n'est pas une synergie, c'est une poignée de gens qui ont manqué finalement l'action et ils se sont dit, on va aller de journée ville morte à journée ville morte. Je crois que les journées ville mortes ont montré leurs limites. Et je viens de le dire, notre action doit avoir la cible. Et pour quel résultat? Parce que finalement, on peut se dire que l'action a réussi, alors que ce jour-là, ce sont les gens qui ont leurs étangs. Les Alévins sont morts ce jour-là. Ce sont les chambres froides qui ont été sacrifiées. Et ce sont les hôpitaux que nous avons sacrifiés, les enfants dans les néonatologies. Comment est-ce qu'ils ont survécu ce jour-là? Toutes ces conséquences-là devraient bien porter le fardeau sur quelqu'un. Mais moi, je suis d'accord que l'état des sièges a échoué. Mais quelle est alors l'action à mener? Parce que s'il est vrai que nous tous, nous sommes d'accord que l'état des sièges a échoué. Nous allons répondre à la question. Voilà. Nous allons répondre à la question. On voudrait bien remettre la parole à M. Jean-Pierre Kasma de la Lucha pour savoir jusqu'où voulez-vous aller. Parce que vous-même, vous avez dit que vous avez jaugé la population. Il semblait, selon même vos conclusions, que la population n'a pas beaucoup adhéré à cette série de journées vivantes. Oui, merci pour la parole. Jusqu'où nous voulons aller, nous voulons aller jusqu'à la levée de la mesure d'état de siège. Les actions sont les gens, comme il a dit. Il n'y a pas que des villes mortes. La ville morte, c'est une des actions que nous menons chaque jour. Nous avons pensé qu'avec les villes mortes, on ne fera pas, ça ne sera pas possible. Parce que la population, vu la conjoncture, tout ce qui se passe, ça ne sera pas possible de prendre la population pendant une durée très grande par rapport aux actions. Mais ce qui est essentiel est que tout le monde a compris que l'état de siège a échoué. Et désormais, nous pensons que d'autres actions prochaines, tout le monde va adhérer. À la question de savoir, est-ce que, donc, disons pourquoi tout le monde n'a pas été associé comme anti-gang, je ne sais pas, vérander tout le monde. Bon, je ne sais pas, j'imagine mal que ce soit notre problème parce que au moins, au moment où quelqu'un comme Jimmy est conscient, je ne sais pas, il faut qu'on le négocie encore pour qu'il vienne adhérer.
On a fait ce qu'on pouvait faire, mais il y a des gens qui sont retirés. Je vois par exemple l'Antican qui a donné sa lettre de désintéressement une journée avant. Bon, je ne sais pas. Et puis bon, on ne veut pas aller tout droit, on ne veut pas aller dans les affaires internes de chaque mouvement, de chaque groupe. On sait qu'il y a des choses qui ont empêché à certains mouvements de rejoindre la paix de la synergie. Monsieur Jean-Pierre Kasma, il y a une année, on a assisté à une symbiose des mouvements citoyens, des structures de la société civile, derrière toutes ces actions qui ont été organisées pour exiger le départ de la MONUSCO. À un moment, la population, tout comme les organisateurs, ont été essoufflés. Et pour quel résultat aujourd'hui? Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de résultats pour les actions d'avril, parce que moi, les grands résultats, c'est l'état de siège que tout le monde avait salué au début. Tout le monde a salué la venue de l'état de siège, même si aujourd'hui, ça ne semble pas donner de résultats. Bon, disons pas ça ne donne pas de résultats, mais c'était quand même un des résultats de ces actions-là. Qu'est-ce que vous reprochez à l'état de siège? L'état de siège, il y a tous les tueries qui continuent, il y a des violations des droits de l'homme qui sont là, il y a vraiment une panoplie de problèmes qui ont été enregistrés pendant cette période. Déjà, à une période de plus ou moins 10 mois, on a plus de 2000 morts. Et on a une valeur par jour de plus de 7, au minimum 7 personnes par jour, un résultat qui était contraire par rapport avant l'état de siège. Aujourd'hui, il y a des zones qui n'étaient pas touchées par le massacre. Selon le député Jean-Baptiste Kassekwa, pour le moment, la moyenne des décès par tuerie, c'est 7, alors qu'avant l'état de siège, c'était 5. C'était 5. Il y a aussi restrictions, vous voyez, les droits de l'homme ne sont plus respectés, les tracasseries sont reportées par-ci, par-là, la justice, donc partout ça ne va pas. Et nous pensons que les autorités qui étaient venues pour améliorer la situation, maintenant la situation s'empire. Donc il ne faut plus la peine de maintenir cette situation, cette mesure-là. C'est ce que nous reprochons à l'état de siège. Et déjà, nous, on avait proposé avant qu'il fallait qu'on fasse une évaluation profonde de la cause de la guerre dans la région avant de mettre l'état de siège. Donc c'était impossible que les gens, une armée qui a longtemps échoué, comment ramener la paix, on puisse rajouter un pouvoir. Une armée qui était indisciplinée, qu'on lui ajoute un pouvoir. La discipline aussi va grandir avec ça. Donc pour nous, la Lucha et les autres mouvements citoyens, nous avions voulu qu'il y ait d'abord une évaluation de la situation de façon générale. Est-ce qu'on maîtrise les vrais problèmes de la question de sécurité à l'Est? Pour proposer les vraies solutions. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Kasma. Je rappelle, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la voix de l'UCG, téléspectateurs, téléspectatrices de Moto TV, vous êtes en train de suivre Talk Hebdo. C'est cette émission-là qui reçoit pour vous aujourd'hui des jeunes pro-démocratie, activistes au sein des mouvements citoyens, avoir leur point de vue sur l'évaluation de l'état du siège. Maître Jimmy Ndiali Mangabo, vous êtes de la génération positive. Tout le monde se dit, que ce soit les autorités en place, qui se disent remplacer l'état de siège, lever l'état de siège pour quelle solution, quelle autre alternative crédible vous proposez pour remplacer l'état de siège? L'ami de la Lucha vient de vous dire une chose, et c'est là qu'il y a la solution en même temps. Il vous dit, comment donner du pouvoir à une armée qui a déjà montré ses limites? Déjà nos militaires, nos policiers, nos agents de service de renseignement, parce que c'est cette symbiose qui gagne la guerre. On ne gagnera jamais une guerre sans renseignement. Pourquoi l'ennemi parvient à nous infiltrer et avoir les informations de partout où il agit? Vous en faites pas. Lorsque l'ennemi vient égorger les gens dans un village X, il a toutes les informations. Peut-être dans la population, quelqu'un qui est là, qui leur donne la situation. Peut-être dans l'armée, parce qu'il arrive des fois qu'on tue à 500 mètres de défense de nos forces armées de la République. À 200 mètres ou à 100 mètres de la MONUSCO. Il arrive qu'on égorge là-bas. Et donc, aujourd'hui d'ailleurs, c'est dans les zones où il y a même l'armée ougandaise qu'on est en train d'égorger en même temps. Voilà. Et donc, que doit-on faire? Cette armée-là, en fait, c'est l'unique outil que nous avons qui mettra fin à ça. Nos propres services de renseignement-là, ce sont les uniques services que nous avons qui mettront fin à ça. Mais qui doit comprendre ça?
C'est celui-là qui a la décision, celui qui s'appelle commandant suprême avec tout ce qu'il a comme arsenal, gouvernement et tout ce que vous voulez. Tenez, dans des pays normaux s'il faut le dire, un militaire, nous pouvons bien critiquer nos militaires, mais à un moment, rentrons dans la réalité. Un militaire, dans un gouvernement, dans un état sérieux, il ne peut pas payer la scolarité de ses enfants. Il ne peut même pas réfléchir, non. Un militaire, tout comme un policier, il ne sait pas se poser la question de la ration alimentaire à la maison, parce qu'il est doté régulièrement, mensuellement, par des cantines publiques instaurées uniquement pour ça. Un militaire ne se pose pas la question de savoir mes enfants auront droit aux soins de santé, comment? Parce que c'est déjà garanti par l'État. Un militaire ne sait pas se poser la question de savoir je paye le logement de ma famille, comment? Ce militaire-là, lorsqu'on le met dans ces conditions-là, on peut lui donner une prime de 100 $. C'est extrêmement beaucoup pour lui, tant que tous ces charges sociaux sont déjà prises en compte. Tenez, si nous avons ces gens des militaires qui sont dans des conditions pareilles, nous avons des policiers qui sont dans des conditions pareilles, vous pensez que nous allons continuer à voir ce que nous vivons partout? Vous vous rencontrez avec un policier ou un militaire la nuit, c'est fini, vous êtes fini. Il commence par la poche, l'essentiel, la montre, la poche, vous êtes fini. Parce qu'en fait, il se pose ce problème-là en même temps. Vous lui donnez une prime de 80 000 francs le mois, mais il a 5 enfants, il a une femme, il doit les loger, les nourrir. Alors il se rabaisse encore une fois sur la population qu'il est censé protéger. La faute n'incombe pas à ce militaire-là. La faute incombe à ce gouvernement-là, à ce président-là, qui est incapable de faire ne fût-ce que cela dans un secteur bien précis. Si on a des agents des services de renseignement qui sont bien formés, qui sont matriculés, arrivés à la NR là-bas, il n'y aura pas même 10 personnes qui ont des matricules. C'est pourquoi vous voyez dans la ville des collabos qui font n'importe quoi. Est-ce qu'on est à... Charles ne peut pas être un agent de renseignement et quand il veut m'intimider, il m'informe qu'il est un agent de renseignement. Ça ne se fait pas. Mais il faut qu'il soit d'abord mis dans des conditions où et la corruption et la concussion, il ne peut pas bouffer, il va travailler. Comment il aura les renseignements sur les EDF Nalou tant qu'il n'est pas... La question de savoir quelle alternative. L'alternative, c'est ça que je te dis. Nous reviendrons là-bas, c'est la case départ. Il faudra que notre gouvernement comprenne qu'il faut mettre des moyens suffisants dans la formation de notre armée. Entre-temps, toutes les stratégies là, mises en place par les gouvernements, ce sont les députés qui l'ont exigé. Voilà, c'est là que je voulais... Les opérations conjointes, c'est ceux de notables et les régions qui l'ont exigé. Effectivement. Que voulez-vous du gouvernement alors que vous proposez... Mais on exige ça pourquoi? Parce que les opérations menées par les militaires, entre autres des dirigeants de militaires corrompus parce que maltraités, ce sont des opérations qui ont été menées par des militaires, entre autres, parmi eux-mêmes sur les champs de bataille, d'autres corrompus par l'ennemi pour avoir l'information. Ce sont ces militaires-là qui ont mené ces opérations. La grande responsabilité revient au gouvernement. Et tant que nous ne comprendrons jamais cela, je vous assure, il n'y aura rien. Tenez, je finis par là. Vos députés-là, ils prorogent chaque jour l'état des sièges et consorts. Aujourd'hui, nous sommes dans la mutualisation. Faites un petit exercice d'analyse. Lorsque la mutualisation commence avec les bombardements, tout le monde a applaudi. On s'est dit, cette fois-ci, on a eu de l'espoir. Qu'en ayant peut-être même un mois, on ne parlera plus de Nalou. Le lendemain, vous avez vu Madame Bintou Keïta en Ouganda négocier Museveni pour que la MONUSCO soit intégrée. Museveni, à ce moment-là, il a dit non. La même dame est partie au Rwanda et elle est revenue sur Kinshasa. Sur Kinshasa, 2 jours après, vous avez suivi le gouvernement, la MONUSCO, signe un partenariat et on intègre la MONUSCO. Après, on n'entend presque plus parler des bombardements. Aujourd'hui, lorsqu'il y a eu toutes ces réunions-là, l'Ouganda et le Rwanda, ils ont réouvert leurs frontières. À la suite de ça, le général Muhoozi, fils de Kagame, de Museveni, qui est constaté futur dauphin de Museveni comme président de l'Ouganda, crée une bonne relation avec Kagame. À la suite de quelle relation aujourd'hui, le fils de Muhoozi de Museveni qui vient de démissionner de ses fonctions au sein de l'armée pour se préparer aux élections, vous fait une déclaration du genre
Nous avons besoin de l'armée ougandaise dans les opérations de la mutualisation. L'armée rwandaise. Effectivement, rwandaise. Il faut intégrer l'armée rwandaise dans les opérations de Beni. Mais comme dans ce pays, tout se passe à la normale, je ne vois aucun député, aucun acteur politique, aucune autorité voir déjà le danger. Qu'est-ce qui se trempe derrière tout ça? Déjà, la mutualisation, on n'a plus le rapport, on ne sait pas comment ça évolue. On commence même à massacrer à côté de l'armée ougandaise et on vous dit il faut que le Rwanda aussi vienne s'associer. Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux que si nous ne résolvons pas aujourd'hui, nous allons pleurer. On a toujours dit mieux vaut tard que jamais. Et donc, le gouvernement. C'est clair, c'est très clair. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays comme la RDC, où nos militaires sont d'ailleurs pour la plupart des volontaires, que cette situation perdure. C'est anormal. Merci beaucoup, Maître Jimmy Nziali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en train de répondre à la question de savoir les manifestations publiques, les marches, les villes mortes sont-elles une alternative crédible pour amener les gouvernements à ramener la paix dans la région de Beni-Ituri. Pour en parler, nous sommes avec les jeunes pro-démocratie de la lucha anti-gang et génération positive. Monsieur Charles Lwanga, quelle autre alternative crédible proposer au-delà des opérations conjointes et l'état de siège qui du reste ont été proposés par les notables et les élus de la région? Bien, merci beaucoup. Moi, jusque-là, je n'ai pas vu ce qu'on appelle l'état de siège dans notre région. Moi, je suis en train de penser qu'il faut rentrer dans les vocabulaires. Parce que si nous restons dans les vocabulaires état de siège et que l'état de siège signifie remplacer les autorités civiles par des militaires, que l'état de siège signifie multiplier des barrières sur les routes, l'état de siège signifie on ne peut plus aller à Kiambo à 18h parce que si on rentre, les militaires vont demander du café. Si l'état de siège signifie venir maximiser les recettes et chercher les corrupteurs qui étaient corrompus, c'est qu'on n'est pas encore dans l'état de siège. Moi, je continue à attendre cet état de siège qui viendra. Parce que l'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle. Et le mot exceptionnel signifie de moyens exceptionnels. Signifie des experts militaires, des généraux exceptionnels. C'est ce qu'on n'a pas vu, Georges. Donc, les opérations Sokola 1 étaient les opérations Sokola 1. C'est comme ça qu'on les appelait lorsqu'il y avait des civils. Aujourd'hui, nous arrivons dans ce qu'on est en train d'appeler les opérations conjointes. Mais on en a toujours eu. Les opérations conjointes sont là. Dès lors qu'il y a FIB, FRDC, qu'est-ce que vous appelez opération conjointe? FIB comme brigade. Alors, ça signifie qu'il y a toujours ces opérations conjointes. Nous avons pensé que l'état de siège viendrait avec les bombardements auxquels M. Jimmy Nziali a fait allusion. Les bombardements ougandais qui sont arrivés, c'est ça ce qu'on attendait, c'est ça ce qu'on appellerait l'état de siège. Et l'état de siège devrait être sectoriel. Je ne suis pas en train de voir ce que le maire policier fait à Butembo. À quoi est-ce qu'il est impliqué spécialement dans l'état de siège? Le fait qu'on change un bourgmestre civil par un bourgmestre policier, qu'est-ce que ça, quel impact sur... Parce que l'état de siège a une mission. Et cette mission-là, ça s'appelle la sécurisation. Il vient ramener l'autorité de l'État dans les zones à conflit. Il y a quel conflit à Butembo? Pour qu'on nous donne un maire policier. Il y a quel conflit à Goma? Pour établir la sécurité. Non, la sécurité, on l'établit avec la police qui est là. Hein? Beni. À Beni. Pour quelle solution? Moi, je suis en train de penser que nous continuons à attendre l'état de siège. L'état de siège n'est pas là. Cet état de siège vocabulaire que nous sommes en train de vivre, il n'en est pas un. Parce qu'on s'attendrait à des histoires plus costauds que ça. Parce que vous êtes déçus? Nous sommes totalement déçus parce que nous restons dans le vocabulaire. Il n'y a pas longtemps, je viens de Mangina, mais ce qui se vit à Makiki, c'est inhumain. On ne sait pas comprendre ce qui se passe finalement. Et avant des attaques, il y a toujours des alertes. C'est très curieux, hein? Parce que si les renseignements militaires ont échoué, mais quand même les renseignements civils, les civils, la société civile, les mouvements citoyens, les groupes de pression, nous donnons l'information à temps réel. Malheureusement, lorsque quelqu'un veut montrer à l'autorité militaire que vous n'avez pas agi ici et pourtant vous avez été prévenu, c'est quand les gens sont pourchassés. C'est quand ils ont chassé Moïse Kipoutou Loïs Salé. Quand il était en train de dire attention, il y a des mouvements suspects tel part.
Maintenant que vous venez dire à la population que moi j'ai eu le temps de dire à ces autorités qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est là qu'on va vous chercher avec une lampe torche toute la nuit chez vous, vous allez finalement fuir. Nous sommes d'accord qu'il y ait un état de siège. Pas ce que nous vivons. Ce que nous vivons, c'est juste un vocabulaire qu'on utilise. Si c'est ça, c'est que ça signifie l'état de siège, alors disons-nous que nous avons demandé ce que nous on ne connaît pas. Je suis tenté de penser que cet état de siège est venu de manière très précipitée, y compris les autorités qu'on est en train de former maintenant. Les gens sont déjà au pouvoir et c'est à ce moment-là qu'il faut les former sur la bonne gouvernance, sur la décentralisation, sur la gestion des finances publiques. Non, c'est inadmissible. On devait préparer cet état de siège et ces autorités. Qu'est-ce que vous venez faire? Cet état de siège perdure. Cet état de siège n'a jamais existé pour moi. Il y a plutôt, on a créé un chaos. On a créé un chaos, comme mon ami Kasma l'a dit. Les militaires qui ont échoué, qui ont brillé par un échec cuisant, on les ajoute du pouvoir finalement pour quel résultat? Pour que nous mourions comme ça, donc tout le temps on doit piller, tout le temps on doit brûler, et il n'y a rien. C'est comme si c'est devenu normal. Nous commençons à utiliser le verbe égorger normalement. Nous commençons à dire non, on vient encore de brûler un véhicule. Donc c'est devenu l'ordinaire et nous pensons que les gens doivent vivre comme ça. Nous en appelons à la volonté de tous. Non seulement les députés doivent saboter cette session parlementaire si la question de l'état des sièges n'est pas figurée sur les matières, il s'ensuit aussi que tous les notables nandés doivent s'asseoir. Parce que finalement, quand on essaie d'étudier les morts, les gens qui sont en train de mourir, à 85%, c'est une même communauté. Nous devons nous interpeller. On ne va pas attendre les politiciens parce que nous aussi, nous avons une responsabilité. Merci beaucoup, Charles Longa. Monsieur Kasma, lever l'état du siège, c'est ce que vous avez exigé en organisant la journée ville morte ou la série de journées non-stop ville morte à partir du lundi 14. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative à l'état du siège? Oui, je l'ai dit. Si elle est levée. Merci. Si elle est levée, nous avons confiance que l'état de siège sera levé, même si la MIRU ne croit pas que l'état de siège est déjà là. Nous savons que l'état de siège est là parce qu'il y a tout un arsenal de textes qui mettent en application cet état de siège. Il est déjà là et nous militons actuellement pour qu'il soit levé pour ces résultats mitigés que tout le monde connaît. Et l'alternative est là. Je l'avais déjà dit au début. Nous avons pensé qu'il fallait qu'on fasse d'abord une évaluation sérieuse des causes de la guerre dans la région. Nous avons pensé qu'il fallait qu'on puisse doter l'armée. Comme Jimmy l'a dit, nous avons notre armée, le seul instrument qui puisse nous amener la paix. Il fallait qu'on travaille sur sa logistique, sur le traitement des militaires, sur le traitement. Il fallait qu'on écarte aussi de cette chaîne de commandement certains officiers qui sont complices. Il y a des rapports qui montrent qu'il y a des complices dans l'armée. Ces gens-là, il fallait qu'ils soient mis à côté. Et après que toutes ces opérations seront réalisées, nous pouvons espérer à une paix durable. Mais amener un état de siège sans des préalables, sans évaluation de préalables comme cela, c'est tout à fait utopique d'atteindre un résultat escompté pour la paix de la région. C'est ce que nous avons toujours proposé. Et nous pensons que toutes les actions que nous allons mener seront concentrées pour que l'état de siège soit levé. On a demandé que les militaires soient concentrés pour la question sécuritaire, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les autorités de l'état de siège se concentrent beaucoup sur la maximisation des recettes, qui, du reste, on ne sait même pas la destination aussi. Voilà aussi d'autres problèmes. Donc, les militaires sont là, des policiers qui sont établis pour la sécurité d'abord, mais aujourd'hui, leur mission principale, leur activité principale, c'est la maximisation des recettes et leur affectation qui reste encore inconnue de tout le monde. Voilà un peu ce que nous avons. Voilà. Et peut-être en finissant, c'est votre dernière prise de parole. Quelle attitude la population doit adopter face à cette situation? Face à cette situation, nous appelons la population à rester mobilisée et à ne pas céder à la panique et à la peur. Parce qu'on a constaté que l'état de siège est venu aussi comme intimider la population. La population est restée très paniquée. La population, même pour ses droits, les droits fondamentaux comme le droit à la vie, la population n'arrive plus à s'exprimer quand ces droits-là sont piétinés. Donc la population doit rester tête haute malgré l'état de siège
nous avons certains droits qui doivent être respectés chaque jour. Maître Jimmy Nziali, je repose la même question. Quelle attitude la population devrait adopter face à ces situations sont des faits accomplis? Ben non, il doit exiger à l'autorité de prendre en compte ses revendications d'abord. Il doit exiger et montrer à l'autorité qu'elle n'est pas d'accord avec toutes ces mesures. Et il doit faire voir aux autorités que l'état de siège a échoué, qu'il y a un mouvement suspect avec ce qu'on appelle mutualisation et que nous risquons... J'avais fait une analyse il y a quelque temps, pour finir, par rapport à ce qu'on a toujours entendu. Vous savez, dans ce pays, on parle toujours des rumeurs et ça finit par être une réalité. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le plan de la balkanisation? Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que lorsque l'armée ougandaise se rend dans toute notre forêt de Béni, maintenant on parle de l'armée rwandaise, quand elle sera dans toute cette forêt de Béni, lorsque depuis des années, la société civile, les mouvements citoyens, la population a dénoncé des infiltrés au sein des rangs des FRDC à tous les niveaux, mais que l'autorité nationale, depuis Kabila, ne sait pas mettre de côté toutes ces personnalités suspectes. Mais qu'est-ce qui se prépare? Lorsqu'il y a une sorte de silence radio de la part de ceux qui sont censés être nos leaders de la région, une sorte de silence pour protéger des fauteuils, pour protéger des postes, qu'est-ce qui se prépare? Et pour finir, l'ami l'a dit, Charles l'a dit, Monsieur Georges, est-ce que le président Tshisekedi nous prend pour des cons lorsqu'il dit, voilà, état des sièges, Carly Kassivita, quittez, Monsieur le maire de Butembo, quittez. Mais lorsqu'on remplace seulement les autorités civiles, est-ce que le message était que, voilà, ceux qui font en sorte que la paix ne revienne pas à l'Est, ce sont ces autorités civiles? Parce que bon, depuis qu'on les a remplacés, c'est la routine. Il n'y a aucun changement. Tenez, ça tout à 100 champs. Qu'un gouverneur des provinces, monsieur, un administrateur de territoire de Walikale, des Massissi, des Rutshuru, il a quoi à voir avec la situation de Béni et de l'Ituri? Un bourgmestre de la commune de Boulengera, de Béou, je ne sais pas, de Karisi, il a quoi à voir dans une histoire des massacres de Béni? Et donc, je crois que comme on sait que ça n'a jamais été leur responsabilité depuis toujours, et on pensait que lorsqu'on va mettre les autorités militaires, donc on va les doter d'autres moyens. J'ai suivi le gouverneur militaire pleurnicher qu'on ne lui envoie même pas l'argent. Mais entre-temps, il est dans la routine, il cherche l'argent. Un autre danger que je toujours souligné, je finis par là, c'est que vous montrez finalement à un militaire que tenez, il y a des taxes qui entrent, et maintenant il sait voir que, bah non, par mois on peut avoir 2 millions de dollars. Et sa préoccupation devient, je dois maximiser davantage. Monsieur, lorsque vous lui demanderez de quitter là-bas, est-ce qu'il partira facilement aussi? Il y a beaucoup de dangers dans cette histoire de l'état des sièges. Donc, ça doit vraiment prendre fin. Merci beaucoup, Maître Jimmy Nziali. Nous allons finir avec vous, Charles Lwanga. En 30 secondes, quelle attitude la population doit adopter face à ces situations? Bien, la situation doit rester mobilisée et la situation doit finalement faire confiance aux groupes de pression et mouvements citoyens. La population doit également retirer sa confiance à tous ces députés nationaux. Donc, tous ces députés qui sont à Kinshasa, en tout cas, j'appelle la population à retirer sa confiance. Parce qu'il est inadmissible que nos propres frères, qui viennent de la région où nous sommes égorgés, rentrent à Kinshasa sans jeter un coup d'œil sur nos morts, sans voir nos frères mourir, et ils sont incapables de demander que le point sur l'état des sièges soit inscrit à l'ordre du jour et qu'ils se mettent dans la politique, l'élection, le quoi. Nous, à l'Est, ici, on n'a pas besoin d'élection très rapidement parce que nous avons plus besoin de la paix. Donc, la population écoutait le groupe de pression parce qu'il ne reste que nous qui puissions lever notre petit doigt pour montrer que l'état des sièges ne va pas. Mais le reste des gens, ils ne peuvent plus parler. Donc, la population, faites-nous confiance, écoutez ce que nous allons dire, et les actions de nature à vous faire fermer les portes, c'est fini. Nous allons repenser l'action, vous pouvez encore nous faire confiance. Voilà, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous étiez nombreux à nous regarder, mais également à nous entendre à travers ce Talk Hebdo, magazine d'actualité coproduit par Moto TV et la voix de l'UCG. À la présentation, c'était Georges Kissan de Sokomeka. Dans ce studio, j'étais avec les jeunes des mouvements pro-démocratie, notamment Kasma Jean-Pierre de la Lucha. Nous étions avec Charles Lwanga du mouvement anti-gang. Et enfin, Maître Jimmy Nziali Lumangabo de la Génération Positive. Je vous fixe le prochain rendez-vous et je vous remercie sincèrement d'avoir été
restez regardants, mais également attentifs et attentives à nos programmes. Au revoir.